Dans une situation très très déplorable. Il court les rues, il mendie. En vrai de vrai, ça ne va plus chez lui, il faut dire la vérité. Donc les Burkinabés ont essayé de lancer une cagnotte pour pouvoir l'aider. 500 francs. Les Burkinabés, vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas ramener lui chez Apoutou, non. Parce qu'il est vu dans vos lives. Non, alors chez Apoutou, vous pensez que nous on est devenu déjà à ciel ouvert. Pour prendre toutes les atrocités du monde entier pour venir les rendre grands. Vous-même la montrez la puissance. D'Agbachi que vous avez sur nous à chaque fois. Non, nous les Burkina Faso, les hommes intègres. Montrez-nous que vous êtes des hommes intègres. Rassurez-moi, c'est Joey qui est là. Joey dans l'as du lycée, c'est lui qui est devenu comme ça. Apparemment, l'artiste serait devenu mendiant. Waouh, c'est lui. Non, la vie, c'est quelque chose quand même. Bon, aujourd'hui, quand tu regardes le cinéma en Afrique, il n'y a aucun acteur qui vit vraiment de son art. On ne peut pas le voir chez Apoutou. Voilà. Vous-même, montrez-nous que vous êtes puissant, aidez votre comédien à devenir quelqu'un. C'est pas possible, quoi. 500 francs dans la cagnotte, j'espère. Chers abonnés, c'est très grave pour l'acteur burkinabé. Joe Delas du lycée est aujourd'hui devenu un indigent. Les choses ont très mal tourné pour lui après un accident dévastateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Que sont devenus ces acteurs aujourd'hui? Quelles sont leurs fortunes? Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Il y a des séries télévisées qu'on regarde. Et puis il y a celles qu'on vit. L'as du lycée était de celles-là. À partir de 2008, chaque soir, des milliers de familles au Burkina Faso et à travers toute l'Afrique de l'Ouest retenaient leur souffle devant leurs écrans. Un lycée huppé de Ouagadougou, des élèves brillants, des parents ambitieux, des rivalités électrisantes, des leçons de vie gravées à jamais dans la mémoire collective. Ismaël le petit génie venu du peuple, Fanny la douce et lumineuse, Joe l'arrogant au grand cœur caché, Clémence la redoutable, Coca le père courageux. Ces visages-là ont bercé toute une génération. Ils ont été nos héros, nos rivaux imaginaires, nos amis du soir. Mais le temps passe, les plateaux se vident, les caméras s'éteignent. Et la vie, elle, continue, avec ses joies, ses trahisons, ses accidents et ses miracles. 18 ans après la diffusion de cette série culte, que sont devenus ces acteurs qui ont illuminé nos écrans? Certains ont connu des succès éclatants, d'autres ont opté pour une vie discrète loin des projecteurs. Et l'un d'entre eux, peut-être le plus inattendu, a traversé un enfer dont peu auraient ne pu imaginer l'existence. Installez-vous confortablement. Cette histoire... Le plus méchant dans cette histoire de Joe, l'acteur burkinabé, c'est Ismaël. Ismaël savait que Joe était malade. Ismaël savait que Joe déprimait. Ismaël, là, il savait ça. Mais comme dans le film, là, le petit était le boss dans le film, le gars, il a gardé la rancune. C'est rancunier. Sinon, Joe, là, et Ismaël, là, il est sur TikTok. Il connaît la condition de vie. Le gars, il n'est pas dans la rue, c'est pas où il est dans la rue, c'est pas aujourd'hui. Mais pourquoi il n'est jamais sorti pour aller interviewer le gars? Et c'est Aïcha la patente qui sort pour aller interviewer le petit. Pour comprendre ce qu'il vit. Et Burkinabé est méchant. Burkinabé ne cotise pas. C'est-à-dire, Burkinabé est méchant. Tous ceux qui ont cotisé là, la plupart sont les Ivoiriens. Les Burkinabés ne cotisent pas. Voilà les réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Aucun Burkinabé ne va cotiser pour aller lui donner. Plus de 100 000 réfugiés burkinabés ont fui la guerre, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais vous ne cotisez pas pour les donner. Ça, petit là, vous cotisez. Vous m'avez cotisé. Mais les réfugiés burkinabés là, est-ce que vous avez va révéler vos souvenirs et elle va vous surprendre profondément. Hervé Gwen. Ismaël est devenu le réalisateur qu'il méritait d'être. Commençons par celui que tout le monde attendait au tournant. Ismaël, le petit génie venu du quartier populaire, celui qui avait conquis le lycée des riches à la seule force de son intelligence et de son humilité. Dans la vraie vie, Hervé Gwen a grandi exactement comme son personnage le laissait espérer. En 2026, à la trentaine bien entamée, Hervé est réalisateur et producteur accompli. Il a fondé sa propre société de production, Ismaël Films, en 2023, et réalise des documentaires ainsi que des courts-métrages sur des thèmes qui lui tiennent profondément à cœur. L'éducation, la réussite sociale et la jeunesse burkinabé. Sur les réseaux sociaux, il cumule plus de 2 millions d'abonnés. Il donne des conférences motivantes dans les lycées et les universités. Marié et père de 2 enfants, il reste extraordinairement proche de ses fans. Ismaël m'a tout appris, confie-t-il souvent avec cette sincérité qui a toujours été sa marque. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'être l'as de ma vie et d'aider les autres à le devenir. Il organise régulièrement des retrouvailles avec les membres de la troupe originale. Parce que pour Hervé, l'as du lycée n'est pas qu'un souvenir, c'est une responsabilité, une flamme à entretenir. Marie Ruin. Fanny a choisi la vie, pas les projecteurs. Elle était la douceur incarnée. Fanny, la fille de Pascal, celle que l'on voulait protéger et qui finalement n'avait besoin de la protection de personne. Marie Ruin, l'actrice qui lui prêtait son visage, a pris une direction que personne n'aurait vraiment anticipée. Peu après la fin du tournage, elle a quitté le Burkina Faso pour l'Europe, avec un objectif précis et admirable, poursuivre des études supérieures dans le domaine de la santé. Elle s'est formée en soins infirmiers et en santé publique. En 2026, elle exerce toujours dans le secteur médical en Europe, menant une vie discrète, éloignée des projecteurs, mais profondément utile. Elle a gardé contact avec quelques acteurs de la série, notamment à travers des retrouvailles virtuelles. Fanny reste pour toujours dans le cœur du public burkinabé, non pas comme une star qui cherche à briller, mais comme une femme qui a choisi, en silence, de soigner les autres. David Zouli,
Koka, le père, est devenu le mentor de toute une génération. Dans la série, il incarnait Koka, le père d'Ismaël, gardien dévoué, courageux, travailleur jusqu'au bout des ongles, un homme droit, un homme honnête. Et dans la vraie vie, David Zuli, alias Edogo, n'a jamais vraiment quitté ce rôle. À plus de 55 ans, en 2026, il tourne encore régulièrement dans des séries web et des pièces de théâtre forum. Il est devenu un véritable mentor pour les jeunes comédiens burkinabés, donnant des ateliers dans les quartiers populaires de Ouagadougou. Koka m'a appris à être droit et honnête, dit-il souvent en souriant. Aujourd'hui, je transmets ça aux jeunes. Il vit paisiblement avec sa famille et reste très proche d'Hervé Gwen, avec qui il se retrouve régulièrement pour évoquer le bon vieux temps. Certaines amitiés résistent au temps, celle-là en est la preuve. De Lover, Pauline Tapsoba, Nopoko, la mère d'Ismaël, une icône du théâtre africain. Pauline Tapsoba incarnait Nopoko, la mère d'Ismaël, femme forte, sage, pilier du foyer. Un rôle taillé sur mesure pour une artiste dont le parcours force le respect. Sa carrière a débuté dès 1996 à l'ATB comme artiste comédienne. Elle a joué dans plusieurs productions majeures, Commissariat de Tampi, L'As du lycée et Garage du peuple. Mais son art n'a jamais eu de frontières. En 2000, elle se rend à Lomé pour un festival. En 2001, c'est Cotonou. En 2006, elle forme une troupe de théâtre forum à Toulouse. En 2008, elle entreprend une tournée dans 9 villes de France. En 2010, elle met en place une troupe théâtrale d'enseignants à Bobo-Dioulasso. En 2026, elle est toujours debout, toujours active, actuellement en stage de scénographie, tout en exerçant comme formatrice en théâtre forum. Pauline Tapsoba ne joue pas la femme battante, elle est la femme battante. Jean-Yves Taoko, Pascal, le père de Fanny, est devenu maire. Si vous cherchez la trajectoire la plus spectaculairement inattendue parmi les acteurs adultes de la série, la voici. Jean-Yves Taoko incarnait Pascal, l'homme d'affaires influent, père de Fanny, autoritaire, parfois dur, mais profondément protecteur, un homme de pouvoir dans la fiction. Après la série, il a élargi son parcours artistique en jouant dans le film Mariage à 3 visages du réalisateur ivoirien Martinké Pierre Labas. Mais la suite a pris une dimension que même les scénaristes n'auraient pas osé écrire. Engagé dans la vie publique, Jean-Yves Taoko a d'abord été élu 2e adjoint au maire de la commune rurale de Lille. Puis, en 2010, il en est devenu le maire. L'homme qui jouait le pouvoir dans une série télévisée a exercé le vrai pouvoir dans la vraie vie. Son leadership n'était pas de la fiction. Barthélemy Bouda, le proviseur qui continue d'éduquer, il faisait trembler tout le lycée. Ce regard sévère, cette autorité naturelle, ce sens inébranlable de la justice. Barthélemy Bouda, alias le proviseur, est aujourd'hui à la retraite. Mais pas tout à fait. À plus de 65 ans en 2026, il reste une figure respectée du théâtre burkinabé, donnant des masterclass aux jeunes acteurs et intervenant comme consultant dans des écoles. En 2024, il a publié un petit livre de mémoire intitulé « Le proviseur se souvient ». Il participe régulièrement à des émissions télévisées et dit avec une fierté non dissimulée « J'ai joué le rôle d'un proviseur. Aujourd'hui, je continue d'éduquer à ma manière. Certains rôles ne se quittent pas vraiment. Ils deviennent une identité. Siaka Ira, le vigile rigolo qui veille désormais depuis Paris inoubliable dans son rôle de vigile loyal et comique du lycée, Siaka Ira a continué sa passion pour le jeu bien après la série. Il a participé à plusieurs productions burkinabè et ouest-africaines, notamment dans la série populaire Un président au maquis, où il a tenu un rôle remarqué. En 2026, il s'est installé en Europe, vivant entre Paris et Ouagadougou, continuant de travailler dans des projets artistiques au sein de la diaspora africaine. Toujours avec cet esprit comique qui fait sa signature, il poste des vidéos sur Facebook en disant en riant « Moi, je veille toujours, mais cette fois-ci sur la scène européenne. Les fans l'adorent. Et ils ont bien raison. Fatima Jolita, Noziande la maligne, est devenue femme d'affaires à Paris. Elle incarnait Noziande, la domestique maligne et attachante de Clémence. Un personnage secondaire qui, à force de charme et d'intelligence, était devenu indispensable au récit. Fatima Jolita a su transformer ce rôle en véritable tremplin. Après la série, elle a joué dans Sage Homme, puis elle a fait un choix audacieux et assumé, quitter le monde du spectacle pour construire une vie nouvelle. En 2026, elle est installée en France où elle exerce comme conseillère en transaction dans une agence immobilière, tout en étant auto-entrepreneuse dans le secteur de la lingerie. Maman d'une fille, elle mène une vie épanouie entre Paris et ses différents projets, gardant un lien nostalgique et affectueux avec ses racines burkinabées. Charlotte Zapsonré, Mimi, éternellement joyeuse, l'inoubliable Mimi, vive, attachante, toujours prête à faire sourire. En 2026, Charlotte Zapsonré mène une vie épanouie à Ouagadougou, très active sur les réseaux sociaux, où elle partage des moments de vie et des souvenirs avec ses fans. Elle participe à des projets communautaires et garde un contact chaleureux avec plusieurs acteurs de la troupe originale. Mimi reste le symbole de la joie pure et de l'amitié sincère du lycée. Et cette phrase-là, aussi difficile qu'elle soit à écrire, aussi douloureuse qu'elle soit à lire, mérite qu'on s'y attarde, qu'on la comprenne,
qu'on ne se contente pas de la commenter avec des émojis tristes sur les réseaux sociaux avant de passer à autre chose. Parce que derrière cette réalité brutale se cache une histoire bien plus complexe, bien plus humaine, et terriblement bien plus instructive qu'il n'y paraît. Il était Joe, et tout le monde l'aimait pour ça. Rappelons d'abord qui était Kenzy Bationo pour ceux qui auraient oublié. Dans l'as du lycée, il incarnait Joe, le fils du ministre. Un garçon riche, sûr de lui, provocateur, toujours habillé avec soin, toujours prêt à lancer une pique à Ismaël, le petit génie venu du peuple. Joe était le rival parfait, celui qu'on aimait détester, mais celui aussi dont on devinait, parfois, dans un regard ou un silence, qu'il cachait quelque chose de bien plus profond que son arrogance de façade. Derrière ce personnage se trouvait un enfant, un vrai enfant burkinabé plein de talent, de fougue et de promesses. Kenzy Bationo était jeune quand les caméras se sont braquées sur lui pour la première fois, et dès le début il impressionnait. Son jeu était naturel, percutant, juste. Il avait ce quelque chose que les acteurs passent parfois toute une vie à chercher, sans jamais vraiment le trouver. La présence. Cette capacité à occuper l'écran, à capter l'attention, à faire en sorte que le regard du téléspectateur revienne toujours vers lui. Dans les rues de Ouagadougou, les gens le reconnaissaient. Les enfants voulaient lui ressembler. Les adultes lui souriaient. Il était Joe. Et Joe, à l'époque, c'était quelqu'un. Mais que se passe-t-il quand les projecteurs s'éteignent? C'est la question que personne ne pose quand une série s'arrête. On parle des audiences, des derniers épisodes, des larmes des fans. On ne parle pas de ce qui arrive aux acteurs, surtout aux plus jeunes, quand la machine s'arrête brutalement et que la vie ordinaire reprend ses droits. Quand l'as du lycée a pris fin, Kenzy Bationo s'est retrouvé face à un vide que peu de gens peuvent comprendre. Du jour au lendemain, le regard des autres change. L'attention médiatique disparaît progressivement. Les propositions se font rares. Et le jeune homme qui hier encore était reconnu partout doit aujourd'hui réapprendre à exister sans les caméras, sans les applaudissements, sans ce sentiment grisant d'être quelqu'un d'important. Ce passage-là était brutal pour n'importe quel acteur. Mais pour un enfant star, il est dévastateur. Parce que la célébrité précoce ne construit pas une personnalité. Elle la remplace. Et quand elle disparaît, ce qui reste est souvent fragile, désorienté, vulnérable. Kenzy a essayé de reprendre une vie normale, comme tous les jeunes de son âge. Mais autour de lui, l'environnement avait changé. De nouvelles fréquentations sont apparues. Des gens attirés par son ancienne notoriété, par l'image qu'il renvoyait encore, par ce capital symbolique qu'il portait sans vraiment savoir qu'en faire. Et parmi ces nouvelles fréquentations, certaines ne lui voulaient pas du bien. La drogue, le silence, la spirale. C'est là que commence la partie la plus sombre de cette histoire, et la plus importante à raconter. Kenzy a découvert la drogue. Au départ, comme beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des cercles mal fréquentés, cela a dû ressembler à une simple expérience, une curiosité, quelque chose pour combler le vide, pour retrouver cette sensation d'intensité que la célébrité lui avait appris à connaître et que la vie ordinaire ne savait plus lui offrir. Mais cette expérience-là ne s'arrête jamais au premier essai. Elle s'installe, elle s'enracine, elle prend la place que les rêves occupaient autrefois. Et progressivement, insidieusement, la dépendance est devenue le centre de sa vie. Pendant que le public gardait en mémoire l'image du jeune Joe électrisant, plein d'énergie et de morgue, la réalité quotidienne de Kenzy Bationo devenait de plus en plus sombre. Les opportunités professionnelles s'éloignaient. Les projets n'aboutissaient pas. Et l'addiction, elle, ne lâchait rien. On peut se demander, et il faut se le demander, pourquoi personne n'est intervenu à ce moment-là? Où étaient les producteurs qui l'avaient utilisé enfant? Où étaient les institutions culturelles burkinabées? Où était ce système qui sait si bien fabriquer des stars mais qui ignore superbement ce qu'elles deviennent ensuite? Ces questions dérangent. Elles sont pourtant essentielles. 2019, l'accident. Le visage changé à jamais. Puis est arrivée l'année 2019, une année qui a tout basculé définitivement. Sur la route entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, Kenzy Bationo a été victime d'un accident de circulation d'une violence extrême. Le choc a été terrible, et les séquelles, irréversibles. L'accident lui a laissé une cicatrice profonde et visible sur le visage, une marque permanente qui a transformé son apparence de façon radicale. Imaginez ce que cela représente pour quelqu'un qui a grandi devant les caméras, pour quelqu'un dont le visage était, littéralement, son instrument de travail, son identité publique, sa porte d'entrée vers le monde. Du jour au lendemain, ce visage-là était changé, et avec lui, quelque chose d'essentiel en Kenzy s'est fracturé. Le traumatisme physique était immense, mais le traumatisme psychologique l'était encore davantage. Affronter le regard des autres après un tel accident, quand on a été une figure publique, quand les gens vous reconnaissent dans la rue et que vous lisez la surprise et parfois la pitié dans leurs yeux, c'est une épreuve que les mots peinent à décrire correctement. Le cyberharcèlement a suivi. Des commentaires cruels, des moqueries, des vidéos partagées sans son consentement. La violence des réseaux sociaux s'est abattue sur un homme déjà à terre. Et la dépression, qui couvait depuis longtemps, a pris toute la place. Il a essayé de se relever. Vraiment. Ce qu'il faut dire ici, et c'est important, c'est que Kenzy Bationo n'a pas abandonné immédiatement. Il a lutté. Avec ses moyens, avec sa douleur, avec ses cicatrices visibles et invisibles, il a essayé de se relever.
Avec une détermination que peu auraient trouvée dans pareille situation, il a même créé sa propre maison de production. Un projet fou, courageux, porté par l'amour du cinéma qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Des films annoncés, des idées qui circulaient, des proches qui recommençaient à y croire. L'espoir, un moment, avait semblé possible, mais la réalité est parfois plus impitoyable que la fiction. Les financements n'ont pas suivi, les soutiens ont disparu un à un, les obstacles se sont accumulés, et face à ces échecs répétés, face à cette pression psychologique écrasante, la dépendance, qui n'avait jamais vraiment disparu, a repris le dessus avec une force dévastatrice. La spirale est devenue incontrôlable. Joe dans les rues de Ouagadougou, la réalité que personne ne voulait voir, et c'est ainsi que des vidéos ont commencé à circuler sur internet, des vidéos montrant l'ancien enfant star de l'as du lycée dans les rues de Ouagadougou, demandant de l'argent aux passants pour survivre et satisfaire son addiction. Ces images ont provoqué un choc immense. Dans tout le Burkina Faso, dans toute l'Afrique de l'Ouest, des milliers d'internautes n'en croyaient pas leurs yeux. Le célèbre Joe, ce garçon charismatique, cette étoile de leur enfance, réduit à tendre la main dans les rues de sa propre ville. Beaucoup ont réagi avec émotion, d'autres avec une cruauté glaçante, transformant la détresse d'un homme en contenu de divertissement, et d'autres encore, heureusement, avec une compassion sincère et une vraie volonté d'agir. La main tendue qui a tout changé. Un jour, dans cette rue où personne ne semblait vraiment le voir, une jeune femme l'a reconnu. Elle s'est arrêtée. Elle lui a parlé. Elle a voulu comprendre. Et Kenzie s'est confié. Avec une sincérité bouleversante, avec des mots simples et lourds de vérité, il a raconté comment la célébrité l'avait exposé aux mauvaises fréquentations, comment la drogue avait pris le contrôle, comment l'accident avait brisé ce qui restait, comment chaque jour était devenu une bataille simplement pour exister. Cette jeune femme l'a accompagné chez sa mère. Et là, face à une maman qui, malgré tout, voyait encore son enfant, et non son naufrage, une décision a été prise, une solution a été proposée, une désintoxication dans un centre spécialisé au Maroc, une chance réelle, concrète, médicalement accompagnée. Pour financer ce projet, une cagnotte a été lancée avec un objectif de 10 millions de francs CFA. La jeune femme a elle-même versé 500 000 francs CFA de sa propre poche pour lancer la collecte. Son geste a touché des milliers de personnes. Alors pourquoi lui? Pourquoi Joe et pas les autres? C'est la question que tout le monde se pose. Hervé Gwen est devenu réalisateur couronné de succès. Marie Ruen soigne des patients en Europe. Jean-Yves Taoko est devenu maire. Pauline Tapsoba forme des comédiens sur 2 continents. Pourquoi Kenzie Bationo, lui, s'est-il retrouvé dans la rue? La réponse n'est pas simple. Et elle ne se résume certainement pas à une faiblesse de caractère ou à un manque de volonté. Elle parle d'un enfant exposé trop tôt à la célébrité, sans filet de protection. Elle parle d'un système culturel qui n'accompagne pas ses talents une fois que leur utilité commerciale est épuisée. Elle parle de la violence particulière que représente la perte brutale d'une identité publique construite dès l'enfance. Elle parle d'un accident qui a tout amplifié au pire moment. Kenzie n'est pas tombé parce qu'il était moins fort. Il est tombé parce qu'il était seul face à trop de choses à la fois. Et parce que personne, dans ce système, n'avait prévu de le rattraper. Ces coins de Ouagadougou chargés de souvenirs douloureux et de mauvaises habitudes ancrées. La guérison d'une addiction profonde ne se joue jamais uniquement dans le corps. Elle se joue dans la tête, dans l'âme, dans la reconstruction patiente d'une identité entièrement nouvelle, loin de tous les déclencheurs du passé. Peut-il vraiment encore se relever? La réponse honnête, la question que tout le monde pose, formulons-la clairement et sans détour. Joe peut-il encore se relever? La réponse honnête, la voici, oui, absolument oui, mais pas magiquement, pas facilement, et surtout pas seul. La désintoxication, si elle a effectivement lieu, ne sera que la toute première marche d'un escalier long et exigeant. Après le sevrage physique vient la reconstruction psychologique. Après la reconstruction psychologique vient la réinsertion sociale progressive. Et après la réinsertion sociale vient la question la plus difficile, la plus vertigineuse de toutes. Comment Kenzie Bationo reconstruit-il une identité, une utilité, une place digne dans le monde, sans s'appuyer comme une béquille sur l'image de Joe, ce personnage de fiction qu'il a défini si profondément et si tôt dans sa vie qu'il a fini par le dévorer. C'est là, précisément là, que se jouera véritablement son avenir. Pas dans un centre médical au Maroc, aussi bon soit-il, mais dans ce moment précis où il rentrera à Ouagadougou, sobre, physiquement stabilisé, et qu'il devra regarder sa ville, ses compatriotes et surtout lui-même avec un regard radicalement nouveau. Il aura besoin d'un suivi psychologique continu et sérieux, il aura besoin d'un environnement social sain, de nouvelles fréquentations, de personnes qui croient en lui, non pas parce qu'il fut Joe le fils du ministre arrogant, mais parce qu'il est Kenzie, un homme vivant, pensant, souffrant et capable de grandir. Il aura besoin de retrouver un projet, une activité, un sens à ses journées. Et peut-être, pourquoi pas, osons y croire, retrouver un jour le chemin du cinéma qu'il a toujours aimé. Non plus comme l'enfant star ébloui par ses propres lumières, mais comme un homme mûri par l'épreuve, portant en lui des choses vraies, profondes et nécessaires à raconter au monde. Ce que cette histoire révèle sur l'industrie audiovisuelle africaine.
Parlons franchement maintenant, vraiment franchement. L'histoire de Kenzie Bationo n'est pas un accident isolé de l'histoire. À travers tout le continent africain, des dizaines d'enfants et d'adolescents sont exposés très jeunes aux lumières enivrantes de la télévision, du cinéma ou de la musique. On les célèbre avec enthousiasme, on les utilise pour faire des audiences, on les enrichit rarement de manière durable, et on ne les prépare presque jamais, vraiment jamais, à l'après. Où sont les contrats protégeant sérieusement les mineurs dans les productions audiovisuelles africaines? Où sont les structures d'accompagnement psychologique pour les jeunes acteurs en fin de série? Où sont les fonds de reconversion professionnelle pour ceux qui ont donné leur visage, leur énergie, leur enfance entière à une industrie qui les oublie dès qu'ils ne font plus suffisamment d'audience? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles appellent des réponses concrètes, institutionnelles et urgentes. L'histoire de Kenzie doit devenir un électrochoc. Elle doit pousser les producteurs, les chaînes télévisées, les ministères de la culture et les associations professionnelles à regarder en face leurs responsabilités réelles envers ces jeunes talents qu'ils mettent sous les projecteurs sans jamais vraiment penser à les protéger ensuite. Si un seul bien concret peut sortir de cette épreuve terrible, que ce soit celui-là, que plus jamais un enfant star africain ne se retrouve seul, brisé, mendiant dans une rue, pendant que les rediffusions de sa série continuent tranquillement de générer des vues sur YouTube, sans que personne ne lui reverse un seul franc. La mère de Kenzie, le courage le plus discret et le plus grand. Dans toute cette histoire bouleversante, il existe un personnage que les caméras n'ont jamais vraiment mis en lumière, mais qui mérite qu'on s'y attarde longuement. La mère de Kenzie Bationo. Cette femme a regardé son fils tomber. Elle a vu l'enfant qu'elle a porté dans son ventre, élevé avec amour, dont elle a été fière devant tout le Burkina Faso entier, se perdre progressivement dans la dépendance, dans la douleur physique de l'accident, dans la marginalisation sociale brutale. Elle a vécu avec ça quotidiennement, en silence, avec une dignité que beaucoup n'auraient pas trouvée à sa place. Et quand une étrangère s'est présentée à sa porte avec une proposition d'aide concrète, elle n'a pas laissé l'orgueil mal placé parler à sa place. Elle n'a pas fermé la porte par honte ou par fierté blessée. Elle a dit oui, pour son fils. Parce qu'une mère qui aime vraiment son enfant sait mettre son ego de côté quand la vie de ce fils est réellement en jeu. Cette femme est le vrai héros silencieux de cette histoire, et elle mérite profondément d'être honorée comme telle. Et nous, dans tout ça, notre part de responsabilité. Vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous qui avez grandi avec l'as du lycée, vous qui avez ri de Joe, qui l'avez détesté avec plaisir, admiré en secret, imité parfois, vous avez un rôle précis à jouer dans ce chapitre final de son histoire. Non pas seulement en partageant cette vidéo, même si c'est utile et nécessaire, non pas seulement en laissant un commentaire ému sous la publication, même si c'est humain et touchant, mais en agissant concrètement si vous en avez les moyens, en contribuant à la cagnotte selon vos possibilités, en relayant l'information autour de vous, en refusant catégoriquement de partager les vidéos humiliantes qui circulent sur les réseaux, en se moquant de Kenzie, en traitant cet homme avec la dignité fondamentale qu'il mérite, non pas parce qu'il a été Joe, mais simplement parce qu'il est un être humain en souffrance, et au-delà de Kenzie personnellement, en changeant durablement notre regard collectif sur tous ceux qui tombent autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes. La dépendance n'est pas une honte à cacher, ce n'est pas un vice à condamner, c'est une maladie à soigner. Et comme toutes les maladies sérieuses, elle se combat infiniment mieux entourée que seule dans l'obscurité. Dieu lui veut, Joe n'est pas Kenzie, et Kenzie n'est absolument pas fini. Voilà peut-être la vérité la plus importante à emporter de toute cette histoire. Joe était un personnage de fiction, brillant, mémorable, inoubliable certes, mais Joe n'a jamais réellement existé. Joe n'a jamais souffert de vraies douleurs. Joe n'a jamais connu la nuit froide d'une dépendance dévorante, ni la cicatrice permanente d'un accident violent, ni la solitude écrasante d'une rue ouagalaise, quand tout le monde passe sans vous voir. Joe était de la fiction, de la belle fiction, mais de la fiction quand même. Kenzie, lui, est réel, terriblement, douloureusement, précieusement réel. Et Kenzie n'est absolument pas fini. Il a 30 ans à peine. Il a une mère qui l'aime inconditionnellement. Il a une génération entière qui se souvient de lui avec chaleur. Il a quelque part enfoui profondément sous les couches accumulées de douleur, d'addiction et de désespoir, un talent rare et une histoire extraordinaire à raconter au monde. Une histoire que lui seul peut raconter, parce que lui seul l'a véritablement traversée de l'intérieur. S'il se relève, et nous choisissons de croire qu'il le fera, il ne sera plus jamais Joe, le fils arrogant du ministre. Il sera Kenzie Bationo, l'homme qui est tombé vertigineusement du sommet jusqu'au fond le plus obscur et qui a choisi, envers et contre absolument tout, de remonter. Et cette histoire-là, chers abonnés, vaudra infiniment plus que n'importe quelle série télévisée. Elle vaudra une vie entière reconstruite. Elle vaudra l'espoir rendu à tous ceux qui, en ce moment même, pensent qu'il n'existe aucune sortie possible à leur propre tunnel. La vraie leçon de l'as du lycée, 18 ans, après 18 ans, après ses premiers épisodes diffusés.
L'as du lycée continue de nous enseigner des leçons essentielles, plus depuis un écran de télévision cette fois, mais depuis la vraie vie de chair et d'os de ceux qui l'ont portée, avec leur talent et leur jeunesse. Elle nous enseigne que le succès visible n'est jamais toute l'histoire, que derrière chaque sourire affiché fièrement à la caméra peut se cacher un combat silencieux que personne ne voit, que la célébrité sans accompagnement ni protection est souvent un cadeau empoisonné tendu à des mains encore trop jeunes pour en mesurer le vrai poids, que la solidarité africaine ne peut pas rester un beau concept culturel brandi dans les discours. Elle doit devenir une pratique quotidienne, concrète, exigeante. Et elle nous enseigne surtout, à travers Kenzie, à travers sa mère silencieuse et courageuse, à travers cette jeune femme anonyme qui a refusé de passer son chemin, que l'espoir ne meurt jamais complètement, qu'il suffit parfois d'une seule main tendue avec sincérité pour qu'une vie entière reprenne son souffle et recommence à battre. Partagez cette vidéo sans hésiter. Parlez de Kenzie autour de vous. Soutenez la cagnotte selon vos moyens. Abonnez-vous à Écho du continent, parce que nous sommes ici pour raconter l'Afrique vraie et entière, celle qui souffre dans l'ombre, celle qui lutte en silence, celle qui tombe parfois lourdement, et celle qui toujours finit par se relever.